Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez un podcast de discussion de personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique qui parlent de leur processus créatif. Et aujourd'hui, on a Nelly Merlot. Hello. Aka Badass Venus. Yes. Tout à fait. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu travailles dans le milieu de la mode et plus particulièrement tu fais de la broderie, c'est ta spécialité, je crois. Tout à fait. Oui. J'ai fait des études de broderie. Oui. J'ai fait un BTS design de mode et après je me suis dirigée vers la broderie. Et donc maintenant je bosse soit directement pour des maisons de, on va dire, haute couture pour que tout le monde situe, ou pour des boîtes qui sous-traitent pour la haute couture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je fais pas forcément vraiment de la broderie, c'est souvent soit des choses très délicates et précises, ou des fois on nous envoie par exemple travailler avec de la plume, mais c'est des choses assez simples, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la broderie traditionnelle, comme on l'apprend à l'école, ça n'existe plus vraiment en entreprise, parce que, enfin, ça existe, mais tout est envoyé en Inde. Parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Évidemment. Tout à fait. Et donc nous, on est juste là pour faire toutes les petites retouches, en fait. Le sale boulot, entre guillemets. Ok. C'est entre guillemets pas super cool. Mais bon, moi ça me convient pour le moment. Et donc souvent, il y a des boîtes qui nous appellent, pas pour faire vraiment de la broderie pure, mais c'est juste parce que ils sont sur un travail où il y a quelque chose de très délicat et précis à faire, et où il y a certaines personnes comme les couturières qui sont pas du tout formées à faire des choses délicates et précises, et nous on est plus aptes à faire ce genre de choses, donc c'est pour ça qu'on nous appelle pour faire ce genre de choses. Donc c'est D'accord. cool. Mais c'est cool aussi. Toi, par contre, quand tu brodes tout ce que tu postes sur ton compte Insta, par exemple, ça, pour toi, ça fait partie de la, entre guillemets, vraie broderie? Oui, D'accord. voilà, parce que dans les entreprises où je bosse, souvent, c'est rajouter des paillettes au niveau des coutures pour avoir un fini joli à la fin. Alors que moi, je fais tout du début à la fin. J'imagine le motif, je choisis les fils, les fournitures en général, les paillettes, les couleurs, et après, sur quoi je vais le broder, et voilà. Donc D'accord. ça, ouais. Tu choisis les matériaux, et est-ce que les matériaux... Déjà, ça peut être des types de fils différents et des matériaux différents avec lesquels tu brodes. Ouais. Est-ce que ces matériaux différents-là te font faire des choses différentes? Ça dépend comment tu commences ton boulot, entre guillemets. Parce que soit tu pars d'un dessin, tu dessines quelque chose, et après tu vois quelle fourniture tu as envie de mettre par rapport à ton dessin, parce que si tu utilises ce fil-là, ça va faire un rendu plus fin, ou plus brillant, ou plus... Enfin, tu vois, ça dépend. Soit tu as une idée de base de, je sais pas, un thème, par exemple. Là, par exemple, je suis sur un truc où j'ai envie de broder des petites vulves, tu vois. Ouais. Et donc là, j'ai un thème. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que là, pour le coup, j'ai acheté plein de matériaux différents. Donc des grosses paillettes, des perles, des espèces de pierres à coudre aussi, de formes différentes. Et là, pour le coup, j'ai pas forcément de dessin, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques dessins où je vois par rapport aux fournitures que j'ai achetées, que voilà. Et là, je vais plus utiliser les fournitures que j'ai et essayer de les assembler ensemble, qu'est-ce qui marche avec quoi, quelle couleur qui fonctionne avec quoi, pour donner ce que j'ai envie de faire, quoi. D'accord. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas précisé dès le début, c'est qu'on n'enregistre pas avec le matériel habituel, puisqu'on est à Paris, et que du coup, probablement, le son peut être un peu différent. Oui. Voilà, c'est tout. Tu peux entendre les petits bruits de mon appart, d'eau qui coule, ou je ne sais quoi. Il y a une question que je voudrais te poser en particulier, mais faut pas que tu prennes ça comme une question piège, d'accord? C'est vraiment pas le cas du tout. Oui, non. Du coup, j'ai parlé de toi dans l'épisode précédent, et tu m'as envoyé un message en me disant que tu trouvais ça ouf parce que pour toi, ce que tu faisais, c'était pas de l'art. Non. Première question, pour toi, c'est quoi l'art? C'est pas une question piège du tout. Non, mais je comprends. En vrai, je sais pas, j'y ai réfléchi il y a pas super longtemps. Et en fait, c'est super con parce que du coup, je sais pas. J'avais pensé à ça, mais du coup, c'est complètement débile parce que ça justifie pas du tout que mon truc, c'est pas de l'art, tu vois. mais je me disais que, je sais pas, à partir du moment où t'as une démarche créative et que
tu mets toute ton âme dedans, tu vois, et toute ton énergie, et tu fais pas ça, genre, à moitié, et pour la thune, ou je ne sais pas pourquoi. Je pense que il faut que tu mettes une grosse partie de toi, et ouais, du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand tu mets toute ton âme et ton énergie et ta vie, ben ouais, à partir de là, je pense que c'est de l'art, mais bon. Du coup, c'est complètement con parce que moi, j'ai des potes qui sont là, genre, dès que je poste une photo ou quoi, ils sont là, genre, c'est de l'art! Et moi, je suis là, genre, non, c'est juste du fil et des paillettes, mais bon, ouais, je sais pas. C'est difficile de se dire que c'est de l'art. Est-ce que c'est parce que c'est toi ou est-ce que pour toi toute broderie est pas artistique? Non, je pense que c'est juste parce que c'est moi, hein. C'est complètement juste parce que c'est moi. Après, je sais qu'il y a certaines broderies que je considère pas artistiques parce que souvent quand je dis je suis brodeuse, les gens me disent ah oui, ma mamie, elle fait du point de croix. Bon, alors le point de croix, c'est plus un passe-temps, tu vois. Enfin, voilà, il y a il y a différents types de choses. Là, non, pour moi, c'est pas de l'art, tu vois. D'accord. Mais il y a certaines, oui, il y a plusieurs artistes textiles ou brodeuses, brodeurs que je considère aussi comme vraiment artistes, et c'est de l'art ce qu'ils font pour moi. Enfin, mais bon, de là à me dire que moi c'est de l'art ce que je fais, ça c'est autre chose. Le petit syndrome de l'imposteur. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Vraiment Jamais. pas. Non, pas du tout. C'est très rare d'ailleurs que les meufs qui sont invitées sur ce podcast aient un syndrome de l'imposteur. Exactement. Après, c'est un peu compliqué au niveau des arts textiles parce que comme c'est des choses qui ont été pratiquées par des femmes depuis la nuit des temps, bah ça n'a jamais été considéré comme art parce que c'est des femmes qui faisaient ça, et que ben en règle générale il fallait être un homme pour être artiste, même encore maintenant, hein, on se dit que voilà. Et donc c'était jusqu'à encore pas super longtemps pas considéré comme art du tout. C'est méga intéressant ce que tu soulèves parce que c'est vrai que j'avais jamais forcément pensé à ça. Mais c'est vrai que même rien qu'au niveau de l'écriture, genre, admettons t'es au collège et tu sais, t'es dans une période où ça va pas et que t'écris des poèmes, si t'es une meuf, on va juste dire oui, bah, ok, elle écrit des poèmes. Si c'est un mec, on va dire ah, elle écrit des poèmes. Voilà, c'est un artiste. J'avais jamais. Ouais, mais c'est souvent ça, hein. C'est depuis toujours, c'est les femmes qui étaient confinées à cette tâche de art textile en règle générale, hein, pas que la broderie, mais qu'on parle de broderie, dentelle ou enfin je ne sais pas, plein d'autres choses, mais enfin quand tu regardes le travail que ça demande et la précision, enfin je sais pas, c'est vraiment des trucs de ouf, et en fait bah non, parce que t'es une nana, bah bah non. Désolé. On s'en fout. C'est assez compliqué cette notion, mais ça maintenant, ça a évolué un peu plus. Oui. Un petit peu. Mais surtout qu'en plus, quand tu... au niveau où tu le fais toi, où tu travailles pour la grande couture et tout, ouais. C'est accepté universellement que la haute couture, c'est artistique, je pense. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans le milieu de la haute couture, qui sont connus du moins. Voilà, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes dans les ateliers, ça dépend les postes. Parce que par exemple, au niveau de la couture, il y a autant d'hommes que... il y a presque... Non, en fait, il y a peut-être presque plus d'hommes. C'est peut-être moitié-moitié au niveau de la couture. Après, broderie, il y a que des nanas. Franchement, il y a pratiquement pas de mecs. Et en fait, le truc, c'est que... Bon, dans les ateliers, on est petitement, entre guillemets. Là, tu peux avoir plus de nanas, et notre boulot est pas... c'est pas vu à sa juste valeur, mais on n'entendra jamais vraiment parler de nous. Alors que le directeur artistique, bah on dit directeur artistique déjà, c'est toujours un mec. Enfin franchement, pour les gens qui connaissent pas du tout le milieu de la mode, tu demandes une directrice artistique. Enfin, je suis pas sûre que les gens soient capables de nommer quelqu'un qui est vraiment connu, tu vois. Parce que du coup, le directeur artistique, c'est celui qui va designer les tenues. Alors, ou la directrice, c'est, en gros, dans l'idée, c'est ça. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est tellement
Enfin, quand tu bosses dans une boîte énorme, il n'y a pas une personne qui est en charge de ça, c'est impossible. C'est tellement énorme que tu as des teams différentes. En général, ils appellent ça le studio, où c'est la team design. Par exemple, tu as plusieurs ateliers. Tu as un atelier tailleur, où ça va être des vêtements très structurés et tout. Après, tu as l'atelier flou, où c'est des choses plus fluides et légères. Enfin, voilà. Et, donc... Mais oui, la personne qui est entre guillemets en charge du design, ça va être le directeur artistique. Et c'est toujours un mec, oui. Et c'est quand même fou parce que, on va dire que pour arriver à ce poste, il faut passer par... Moi, j'ai fait un BTS design de mode et c'est par là qu'il faut passer au départ. Pas obligatoire, mais ce genre d'école en tout cas. Et je me souviens, on est en deuxième année, je crois qu'on était un truc genre 15, 14, et il y a un mec, quoi. Ouais. Et tu te dis que ça va être sûrement ce mec qui sera à un poste important plus tard. Peut-être pas un poste important, mais qui sera plus vu et valorisé. Alors que les nanas, elles seront plus derrière, on les verra beaucoup moins, et c'est toujours la même histoire, quoi. Ouais. Comme partout. Mais ouais. Tu me dis qu'il y a une team qui va plus s'occuper par exemple des tailleurs et une autre d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que ces tenues-là, je vais prendre des noms en exemple parce que sinon je sais pas du tout comment formuler cette question. Je pense que le plus connu étant Jean-Paul Gaultier. Ouais. Tu as bossé en plus? Ouais, enfin pas bossé, j'étais en stage. Ok. C'était vraiment très très bien. Big up Jean-Paul. Je t'aime. On fera passer le message. Qu'est-ce qui va faire que, par exemple, ce tailleur et cette robe floue, admettons, on va dire qu'elles ont été designées par Jean-Paul Gaultier, alors qu'en fait, du coup, peut-être pas. C'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est compliqué parce que dans le monde de la mode, il y a tellement de non-dits et de... Tu peux pas vraiment poser les questions, tu vois. Okay. Tu vois vite fait que... Moi, ça fait qu'1 an que je travaille. Donc, honnêtement, j'apprends tout juste comment ça fonctionne, en fait. Enfin, c'est pas tout juste. Je sais depuis... Enfin, moi, ça fait un moment que je veux travailler dans la mode depuis le primaire, tu vois. Donc, je suis quand même informée depuis que je suis petite de à peu près comment ça fonctionne. Mais tant que t'es pas dedans, tu sauras pas. Et même quand t'es dedans... tu sais pas vraiment comment ça fonctionne exactement. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, en ce moment, je travaille pour une boîte qui sous-traite la plume, un peu de broderie et des fleurs artificielles pour Chanel. Okay. Là, maintenant que Karl est mort, c'est Virginie Viard qui a la direction artistique. Elle va, je pense que, alors je suis pas sûre, hein, c'est que des suppositions, mais je pense qu'elle arrive avec, entre guillemets, un mood board ou des idées, un thème, des choses comme ça, et après t'as la team studio, à mon avis, qui fait des recherches de visuels, de matière, de coupe, enfin voilà, et après, selon les différentes entreprises avec qui ils travaillent, dans les différentes entreprises, t'as un styliste qui va proposer un échantillon. Donc c'est pas Virginie Viard qui va te dire là je veux une veste avec cet type de plume, ou enfin elle peut demander parce que si elle a une idée en tête, voilà, c'est vraiment un travail collectif quoi au final. C'est pas juste la personne qui a la tête. Au final quand tu lis dans la presse ou quoi, il dit « Ah, cette collection était vraiment fantastique, ce mec est un génie, ou cette nana, c'était génial. » Bah ouais, mais non, en fait. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Bon, nous, après, dans les ateliers, c'est vraiment... moi, je suis à un poste où j'ai pas de part de création, quoi. Ouais. Tu suis ce qu'on je suis ce qui est demandé et juste, je suis là pour trouver des solutions s'il y a des problèmes, tu vois. T'as une partie entre guillemets créative parce que selon la matière ou ce avec quoi on travaille, des fois t'as des contraintes. Par exemple, Chanel va te demander de faire ça comme ça, mais avec la matière ça fonctionne pas. Donc il va falloir trouver une alternative. Donc c'est un peu voilà. Mais nous on n'est pas un poste créatif, mais sinon tous les gens qui travaillent autour de la création d'une collection, il y a vraiment beaucoup de monde. Je sais pas exactement qui, quand, comment, mais c'est pas une personne qui est en charge de tout ça, quoi. Après, la personne qui est à la tête
elle arrive, je pense qu'avec un thème général. Elle se documente aussi, hein, je dis pas, elle arrive, elle donne à ses assistants et puis les larbinos, allez-y, hein, faites-moi les recherches, non. Mais c'est vraiment un travail où tout le monde participe et voilà quoi. Si on se penche sur ton travail à toi, que tu fais en dehors de... Enfin, pour toi. Ouais, ou... ouais. Si des fois, t'arrives à te faire rémunérer pour ça. Alors pas forcément de manière légale, mais... Non, alors en fait, le truc, c'est que moi, vraiment, je bosse depuis 1 an, vraiment tout juste. Enfin, en entreprise, je veux dire. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que je bosse pas toute l'année. Je bosse en intérim, donc en fait, j'ai des périodes pendant lesquelles je sais que je vais travailler, ça va être avant les Fashion Week, c'est sûr. Et selon les boîtes où je bosse, je peux faire des horaires assez très conséquentes et complètement pas légales, du genre... alors ça dépend, les boîtes qui sous-traitent pour les grandes marques en général, ils suivent assez, enfin ça dépend les marques, mais ils suivent assez le code du travail, donc on n'a pas le droit de faire au-delà de 60 heures. Là par exemple, j'ai pas le droit de faire plus de 60 heures là où je bosse, mais il y a d'autres boîtes où je peux faire facilement 90 heures par semaine, tu vois. Donc, mais moi j'aime bien, tu vois. Oui. Genre, j'aime bien travailler de nuit et beaucoup et être fatiguée. Et en fait, je rentre et je dors juste chez moi 3 heures. Enfin, 3 heures, je déconne, mais ça peut arriver. Et après, je repars directement. Et alors, du coup, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et les périodes où je bosse pas en entreprise, pour l'instant, je fais que des trucs... alors pas pour moi, parce que c'est toujours comme ça, les gens qui travaillent dans le milieu artistique, ils savent faire plein de trucs, mais ils font jamais de trucs pour eux-mêmes, en général, tu vois. Et tu fais plein de trucs pour tes potes, ou pour ta famille, ou quoi. Enfin, moi, maintenant, c'est ce que je fais souvent, je fais plein de cadeaux pour les anniversaires de tout le monde, tu vois. Mais, là, oui, je vais peut-être avoir un petit truc rémunéré. Bon, ça va pas être vraiment officiel ou quoi. Mais clairement, après, c'est compliqué parce que la broderie, c'est quelque chose d'extrêmement long qui demande... alors, ça dépend sur quoi tu travailles, mais si tu utilises beaucoup de fournitures, bah forcément, ça va coûter plus cher. Et en fait, maintenant, on vit dans un monde où la fast fashion, elle est partout. Donc la fast fashion, c'est tout ce qui est H&M, Zara, enfin, là où tout le monde achète ses vêtements. Ouais. Et clairement, quand tu vois qu'ils arrivent à te faire des soldes et à te vendre un t-shirt 1 euro, et qu'il y a un petit truc brodé dessus, c'est à la machine, ok. Mais les gens, clairement, du coup, ben maintenant, ils se rendent pas du tout compte du vrai prix des choses. Donc en fait, si je vends des choses, c'est arrivé quand même l'année dernière, j'ai vendu 2-3 trucs, je me suis fait clairement pas rémunérer au prix que ça coûte parce que personne peut se l'acheter. Enfin, c'est pas que personne peut se l'acheter, mais quand tu commences, tu peux pas demander directement 500 balles en fait. Ouais, bien sûr. Genre, bon, c'est con, mais j'ai brodé une culotte que j'ai lancée. Oui. Tu vois de quoi je parle. Je peux en parler dans le podcast ou pas? Ouais. En fait, bon, c'était pour rigoler à la base, tu vois, mais en fait, bon, moi, je suis très fan de Christine and the Queens et je la suis un peu partout sur sa tournée et tout. Et avant son concert à Londres, il y avait une chanson qui me plaisait pas mal et en écoutant ses interviews et tout, enfin... J'aimais bien son côté de j'ai envie de provoquer un peu et tout. Et j'étais là genre, ah, vas-y, je vais broder un truc. Et au lieu de lui donner à la fin du concert, parce que tu sais pas si tu vas l'avoir, machin truc, je vais lui lancer sur scène. Mais cette culotte, il me semble que j'ai passé un truc genre 25 heures à la broder. C'est une culotte, donc c'est vraiment... C'est petit comme surface de travail, quoi. Je veux pas faire 1000 trucs. Quand je me chronomètre sur quelque chose juste pour voir à peu près combien ça coûterait, mais pour moi, tu vois, pour me donner une idée, ben à la fin, quand j'ai calculé le prix, ben, ce truc-là coûte 500 balles, tu vois. Ouais. Une culotte. Bah, personne met 500 balles dans une culotte, qu'on soit d'accord. Bon, elle ne l'a pas payé pour le coup, elle l'a juste reçu en mode qu'est-ce qui se passe, ok. Mais c'est pareil pour le t-shirt sur lequel j'ai brodé et que là, pour le coup, je me suis fait rémunérer. Je pense que j'ai passé moins de 25 heures, c'était peut-être quelque chose autour de 15 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Mais j'ai demandé, mais c'est moi-même, hein, c'est pas de la dévaluation non plus, mais c'est juste que je suis consciente que tu peux pas arriver sur le marché
et demander des rubis et des saphirs. Enfin voilà, ouais, bien sûr. c'est pas possible. Donc j'ai demandé 70 balles, tu vois. Ce qui est Mm. déjà en soi beaucoup pour un t-shirt. La broderie et la couture, c'est pas du tout la même chose. Oui. Et c'est un truc qu'il faut que je précise parce qu'à chaque fois que quand je dis je suis brodeuse, ah tu fais de la couture. Non. La prochaine personne qui dit ça, je les trie. Non, la couture, c'est vraiment, t'assembles des pièces de tissu pour faire un vêtement ou peu importe. Et la broderie, en anglais, ils utilisent un terme, je sais pas si on utilise vraiment ça en français, mais ils disent embellissement. Donc c'est vraiment, t'ajoutes quelque chose, une valeur ajoutée au vêtement ou à l'accessoire ou peu importe. C'est juste purement esthétique, alors que la couture, c'est... C'est fonctionnel. Fonctionnel, voilà, exactement. Moi, le truc, c'est que je suis très mauvaise couturière. Genre, vraiment, j'ai à peine les bases, à peine. Ce que je fais souvent, c'est que je brode sur des vêtements ou accessoires ou peu importe, déjà existants. Mm. Donc, si je vends un t-shirt, le t-shirt, c'est pas moi qui l'ai fait. Si c'est moi qui le couds, ben, ça va être quelque chose de très simple, genre un tote bag, tu vois. Mm. Enfin, ça, c'est pas compliqué. Ouais, ouais. Il y a... la matière est pas... Enfin, j'essaie de prendre une matière pas chiante, parce que voilà. Mais sinon, non. Tu vois, quand t'as un t-shirt et tu te dis... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, et t'as juste cette petite partie brodée. Moi, je sais combien ça coûte, et je m'en rends compte, mais parce que je suis éduquée sur la question. Mais les gens qui connaissent pas du tout le milieu de la mode et qui achètent leurs trucs à Zara avec 3 Ouais. perles dessus, ben ça leur paraît beaucoup, 70 balles Ouais, c'est juste pour clair. un petit truc de broderie qui fait 10 centimètres en fait. Mm. Mais bon, moi j'ai passé 15 heures dessus. Donc bon, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Dans les créations que tu fais toi, Oui. j'ai l'impression que tu t'appuies souvent sur de la musique. Alors, ouais. Alors, en fait, ça dépend. Alors, moi, quand je travaille, j'aime bien écouter de la musique. Et alors, bon, ça aussi, c'est un truc... j'aime pas me dire... Mais je pense que j'ai un peu un truc de synesthésie, tu vois. Bon, j'aime pas dire ça parce que je sais pas vraiment, mais comme c'est pas vraiment définissable, enfin, c'est compliqué de se dire synesthète ou pas. En fait, le truc, c'est que, par exemple, quand j'écoute une chanson, je vais l'associer à une couleur. Et donc, du coup, bah, moi, forcément, quand je brode ou quoi, alors bon, moi, déjà, faut le savoir, moi, je suis très colorée, et il y a Oui. pas de noir, marron ou gris. Enfin, ça existe, hein, mais qu'on se le dise, moi, c'est très coloré. Et en règle générale, quand bah, il y a des chansons que j'aime bien, soit j'associe à une couleur, ou après, si j'ai vu le clip, je l'imagine à... Enfin, je l'associe à une image, ou pas forcément si j'ai vu le clip, hein, mais Mm. des fois, j'associe à autre chose, tu vois, et du coup, ça me donne une idée. Après, je fais mes recherches en mode bah, quel fil je vais utiliser, tu Mm. vois, et oui, ça m'inspire assez la musique. Pas tout, tu vois, mais il y en a certaines, ouais. J'ai fait un tote bag avec l'image de fin du clip de Saint-Claude de Christine and the Oui. Queens, où elle remonte dans les airs. Mais en fait, de base, j'avais pas ça comme idée. Elle a un gros plan à un moment dans son clip où c'est juste ses mains qui Ouais. bougent, et je voulais juste décomposer le mouvement. Mais pour le temps que j'avais imparti, j'ai pas pu... Bon, Ouais. parce que moi, ce que j'adore faire quand je me lance sur quelque chose, c'est la partie recherche, tu vois. Je peux passer 1000 ans à chercher ou des fournitures, ou à chercher comment je vais dessiner quelque chose. Et après, la partie où tu le fais vraiment, c'est pas que j'aime moins, hein, j'adore aussi, mais je peux vraiment m'éterniser sur la partie recherche. Et des fois à aboutir à rien Mm. parce que du coup je suis là, ça fait 1000 ans que je cherche un truc et que je sais que je veux un truc précis, et c'est compliqué du coup, mais oui, c'est vrai que la musique ça m'inspire assez. Je me suis rendu compte de ça récemment seulement, enfin, parce que... Et oui, parce que t'avais fait. Donc, il y a eu La culotte pour Chris, Ouais. qui était du coup sur la chanson, je sais pas le prononcer parce que je parle pas espagnol, Follarse. Follarse. Ouais. Follarse. Merci. Un truc comme ça. Voilà. Du coup, il y a eu le tote bag Saint-Claude. Ouais, j'ai fait un t-shirt. Alors, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est... parce que tu vois, le tote bag, ben... Je l'ai fait, mais ça fait
je sais pas, ça fait 5 ans déjà que je connais la chanson, que je connais le Mm. clip, donc je suis vachement influencée déjà. Donc tu vois, le tote bag est rouge, mais le clip est rouge, donc forcément Oui. c'est associé. Ça c'est pas moi qui ai associé ça dans ma tête en mode Saint-Cloud c'est rouge pour moi. Oui, Non, oui. c'était déjà Oui, oui. enfin c'était déjà établi. Mais quand son deuxième album est sorti, Chris, elle a une chanson qui s'appelle Goya Soda dessus. Et j'ai brodé un t-shirt. Et Super. alors, en fait, du coup, je voulais absolument le broder avant le début de la tournée. Pour ce faire, j'avais commandé des paillettes vert un peu... alors, je vais dire holographique, ça va parler à personne, Mais mais... si, enfin, en mais 2020. oh bah écoutez, je ne sais pas. Non, mais vert bleu un peu... Scarabée. Voilà, Dirons-nous. exactement, scarabée. Scarabée. Voilà, scarabée. Et parce que vraiment, quand j'ai écouté la chanson la première fois, j'ai trop associé cette chanson à cette couleur-là. D'accord. Bon, les paillettes que j'ai commandées n'ont pas pu arriver à temps. Et du coup, quand j'ai réécouté la chanson, je sais pas, il y a des sons que j'ai associés à des couleurs fluo. Et du coup, j'ai décomposé les mots Goya et Soda que j'ai placé en fait, comme quand tu mets, tu sais, quand tu regardes un film en 3D et que t'as des lunettes bleues et rouges, tu vois. Ouais. Et, du coup, je les ai placées comme si tu regardais le film en 3D, mais sans les lunettes. Du coup, Ouais. t'as les trois couches qui se confondent. Ah oui, ça Ouais, a voilà. un nom, ça, en graphisme, j'ai oublié ce que Ouais, c'est. je ne sais pas du tout non plus. Mais tu l'as fait avec les couleurs primaires en plus, Oui, je crois. voilà, c'est ça. Genre rose. Enfin, j'ai utilisé les couleurs fluo pour le coup, mais c'est rose fluo, bleu et jaune. En fait, de base, je voulais absolument ces paillettes vertes-là, et ce qui m'a fait vraiment, des fois, ça me tue, mais sur la tournée, en fait, à ce moment-là, t'as un fumigène vert exactement de la même couleur, et la première fois que je suis arrivée au concert, ça m'a vraiment mis par terre, parce que je me suis dit, mais c'est pas... Enfin, on associe les mêmes choses, tu vois, bon, c'est rigolo, du coup, mais souvent, j'associe... je sais pas, les musiques à... Alors, c'est souvent des couleurs, mais des fois, c'est des couleurs et des matières, en fait. Pas forcément du fil ou pas des trucs de broderie ou quoi. Ouais, Mais il y ouais. a des chansons, des fois, je sais pas, ça m'évoque de la poudre jaune, tu vois. Et donc, du coup, quand je pense à ça, après, je réfléchis comment je peux retranscrire de la poudre jaune en broderie. Est-ce que ça va être avec les points que je vais utiliser? Est-ce que ça va être avec les fournitures, les fils? Ça dépend, quoi. Mais ouais, souvent, c'est comme ça que je fonctionne. C'est intéressant. Ouais. T'arrives à... C'est peut-être une question bête, hein, j'en sais rien, mais... T'arrives à savoir d'où te viennent ces associations? Ou... Franchement, j'ai aucune idée. Enfin, je sais pas, ça vient comme ça, quoi, mais je m'en suis rendu compte aussi que très récemment, parce que j'ai dû lire un article, je sais pas quoi, sur la synesthésie, et je me suis dit, mais c'est vrai que moi, il y a certains... Enfin, il y a des gens, tu vois, par exemple, je sais que moi, ça le fait un peu moins, mais il y a des gens, ils font ça avec les nombres, tu Ouais, vois. moi je fais ça avec les noms. Voilà, genre, il y en a, c'est des échelles, ou je sais pas... Mais en fait, c'est hyper difficile à définir, et bah, moi, je sais pas, apparemment, c'est ça, c'est... Quand j'écoute une chanson, je l'associe grave à une couleur, et ça peut être soit à cause des paroles, enfin à cause, grâce, ou enfin voilà, dû aux paroles, ou à la mélodie, ou enfin ou au son, ou peu importe, tu vois. Mais du coup, cette chanson Goya Soda, c'était drôle parce que t'as un... Alors moi, je connais rien du tout à la musique, hein, mais je sais pas, t'as un son que je trouvais hyper métallique, et du coup, bah, je l'ai associé à du vert scarabée parce que ça fait un peu métallique, tu Ouais, je vois. comprends, ouais. Il y a plusieurs méthodes de broderie. Alors, en fait, ouais. Nous, à l'école, on nous apprend alors la broderie à l'aiguille Ouais. et la broderie au crochet. Alors déjà, un crochet, c'est un manche en bois. Et au bout, t'as une genre... Alors, c'est pas une aiguille, mais c'est comme un petit hameçon, mais genre vraiment super, super, super fin. Mais c'est comme un crochet pour crocheter de la laine. Ouais. Mais c'est vraiment ultra, ultra fin. Et en fait, ça, on l'utilise pour poser et les paillettes et les perles. C'est un point unique, en fait. Quand tu utilises le crochet, c'est toujours le même point. Tu peux faire 2-3 points différents, entre guillemets, mais
Mais c'est principalement utilisé pour poser des paillettes et des perles parce que en fait du coup t'as un rythme hyper régulier et les paillettes et les perles elles se posent bien en ligne et ça dévie pas, tu vois, à l'aiguille ça prendrait 1000 ans et ça serait pas super régulier en fait. Et à l'aiguille, ben après enfin la broderie honnêtement, tu peux faire tellement de trucs. Tu peux utiliser tellement de matière, enfin, c'est pas forcément du fil, il y a des choses un peu plus... tu peux utiliser de la chenille, c'est un gros fil duveteux, tu vois, par exemple, ou enfin... Utilisé quand on était petit. Voilà, exactement, mais tu peux faire vraiment... C'est une combinaison infinie de possibilités et selon les fournitures que tu utilises et comment tu les utilises, parce que par exemple, tu as des perles en forme de tube, enfin des tubes on appelle ça. T'es pas obligé de les utiliser au crochet et de les poser en ligne, tu peux les utiliser à l'aiguille et les poser debout. Et quand tu les poses debout, bah après, par-dessus, tu peux mettre d'autres perles, tu vois. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses à faire et à utiliser. Donc, ouais, il y a deux différentes façons de broder. Et après, aussi, nous en France, en fait, quand on brode au crochet, on brode sur l'envers. Oui. La partie du tissu qu'on a vers nous, c'est l'envers. Donc en fait, on voit pas ce qu'on fait. Parce que les paillettes et les perles Sont de l'autre côté. sont de l'autre côté. Ouais. Donc à part si t'as un tissu transparent, bien sûr. Mais sinon, tu vois pas ce que tu fais. Et les Indiens, eux, ils utilisent un crochet, mais ils brodent sur l'endroit. Ça leur permet d'aller plus vite. Et Ouais. oui, forcément. Ouais. Pas besoin de le retourner toutes les 3 minutes pour voir où t'en es. Exactement. Donc, normalement, t'es pas censé retourner tous les 3 minutes, mais bon, qu'on se le dise, moi, j'ai pas 15 ans de broderie à mon actif encore, donc ça prend du temps et je regarde assez souvent, mais après, tu sens aussi, avec tes doigts, il faut pas mettre deux paillettes sur le même point, parce que sinon, bah, c'est pas joli. Ouais. Il faut pas manquer une paillette pendant un point, et... Après, ça, c'est les façons de broder les plus... Enfin, c'est les techniques de broderie les plus connues, mais après, y a vraiment tout un tas de trucs, parce que la broderie, c'est aussi quelque chose qui était super utilisé dans les costumes traditionnels, dans, je sais pas moi, les napperons, ce genre de choses. Et en fait, selon les pays, bah, t'as plein de techniques différentes. Enfin, après, nous, on est en Europe, tu vois, mais moi, je connais pas forcément ce qui se passe en Amérique du Sud, ou je sais pas trop s'il y a des choses en Asie, ou tu vois. Mais on va dire que oui, nous, on utilise deux techniques différentes, quoi. D'accord. Mais après, qu'on se le dise, il y a vraiment des milliards de choses, quoi. Enfin, c'est infini et il y aura jamais assez d'une vie pour tout connaître, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, t'as plutôt tendance à avoir d'abord l'idée et à chercher les matériaux ensuite. Ouais. Ça m'arrive de temps en temps de genre tomber sur un tissu ou des perles ou quoi, et je vais les garder en mode ah, je peux faire un truc cool avec. Mais clairement, je commence assez souvent par un dessin quand même. D'accord. C'est plutôt, je commence par un dessin et après je vois qu'est-ce que je vais utiliser comme matériau. Et de temps en temps, j'ai un thème vaste, j'achète les matériaux et je vois comment je peux les associer. Mais en règle générale, c'est un dessin quand même. Est-ce que ça peut t'arriver? Ouais. Donc comme tu dis, des fois tu achètes un truc, tu te dis ah tiens je peux faire un truc cool avec ça, mais est-ce que ça peut t'arriver par exemple de voir un type de perle et de te dire tiens ça m'inspire tel dessin? Non, ça, moi je fonctionne pas comme ça. Je crois que ça m'est pas arrivé encore. Peut-être, par exemple, je vais voir des paillettes et je vais dire ah bah ces paillettes là elles seront cool pour faire je sais pas un motif floral par exemple. Mais honnêtement non. Moi je fonctionne dans l'autre sens. D'accord. Ouais. Ça me paraît plus logique. Mais ouais, une question, mais après ça dépend parce que chacune fonctionne de façon différente et c'est ça qui est bien aussi, hein. Mais moi clairement je pars d'un dessin ou d'un thème général. Et quand je pars d'un thème général, je vais souvent passer 1000 ans à chercher des visuels. Pas forcément que des photos, mais des visuels même de tissu ou quoi, ou de couleurs, ou peu importe. Mais
Et quand je parle pas d'un dessin, du coup, ben, après, je vais voir au niveau des matériaux ce que je peux faire, mais moi, ça, je fonctionne pas au niveau matériaux qui va m'inspirer un dessin, je crois. En fait, moi, j'aurais jamais pensé à faire de la broderie de base parce que j'ai fait un bac art appliqué parce que je savais que je voulais travailler dans la mode depuis que j'étais en primaire. Bon, quand t'es petit, tu connais rien, tu vois. Enfin, quand t'es petit, même ado, t'es là, genre, bah, je vais être styliste. Bon, ça Ouais. veut rien dire, tu vois, c'est un mot, voilà. Ça veut rien Il y dire. a qu'à voir les jeux Oui, qu'on avait. oui, voilà, Je me exactement, souviens où même tu plus des noms, mais il y avait décides. toujours le mot styliste dedans. Styliste, oui, bien sûr, ça ne veut rien dire. Parce qu'en soi, le mot styliste, enfin, pour moi en tout cas, en anglais c'est comme ça, c'est une personne qui est par exemple sur un shooting photo et qui va avoir déjà des pièces Oui, et qui les associe en fait ensemble. Ça, c'est un styliste. Ouais. Un designer ou un créateur, c'est quelqu'un qui pense la chose du début à la fin. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, quand j'étais en art appliqué, moi je savais que je voulais aller dans la mode et donc faire un BTS design de mode, mais après tu peux choisir d'autres options et le plus d'options, le mieux c'est. Donc du coup, c'est ma mère la première fois qui me pose la question, mais elle me dit, j'avais mis les écoles de BTS design de mode et de DMA costumier. DMA, c'est diplôme en métier d'art. Et elle me dit, mais est-ce qu'il y a d'autres formations dans la mode? Il y a un autre BTS textile, tu vois, par exemple. Et elle me dit, mais tu veux pas faire un DMA broderie? Et maintenant, ça me fait vraiment hurler de rire parce que je lui avais dit à l'époque, mais moi, broderie, enfin, je suis vraiment pas du tout assez précise pour ça. Et vraiment, je me pensais pas précise, pas patiente, pas ou quoi, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte après que moi, si je prends pas le temps de faire les choses hyper précisément, ben en fait, je fais de la merde parce que ça me convient pas et que j'arrive pas à travailler autrement que dans le détail hyper précis et que en fait, je m'en étais jamais rendu compte parce que j'avais pas eu l'opportunité de travailler comme ça. Et du coup, c'est après, quand je suis arrivée en BTS, où tu commences un projet, t'as un thème général, et après tu développes une démarche créative. Et bizarrement, dans tous mes projets, je faisais de la broderie, mais c'était instinctif en fait. J'ai jamais réfléchi, même des petits points, c'était de la broderie entre guillemets, hein, parce que je savais pas broder comme maintenant je sais broder parce que j'ai été formée. Mais je faisais toujours des trucs petits, précis, machin et tout. Et après, du coup, après, j'ai fait un BMA, c'est un brevet en métier d'art. Et en broderie, je faisais hurler mes profs parce que je prenais trop de temps et que j'étais trop précise et trop... je passais 1000 ans sur un petit truc, tu vois, Comme quoi, tant qu'on fait pas, on peut pas savoir. Exactement. Il y a des trucs, tu penses que c'est pas du tout fait pour toi, mais en fait... En fait, si. Avec toute la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce que tu es prête à accepter que tu fais de l'art? Mais ça, c'est très compliqué parce que moi, après, c'est personnel, mais moi, j'ai une mauvaise estime de moi-même en règle générale dans la vie, tu vois. Donc, forcément, j'arrive pas, quoi, c'est pas possible. Mais après, c'est drôle aussi parce que quand je travaille en entreprise et que je travaille avec des personnes qui font un métier différent de moi, par exemple les plumassières ou les couturières, c'est drôle parce qu'à chaque fois on se retrouve et on se dit mais comment vous faites ce genre de truc là, moi je pourrais pas, tu vois. Et il y a aussi de ça, j'arrive à considérer des artistes textiles ou brodeurs quand c'est de l'art ce qu'ils font, mais peut-être parce que c'est un peu inatteignable aussi ce qu'ils font, tu vois. C'est tellement, ils ont un niveau tellement précis pour moi, hein, c'est personnel. Après tellement précis, ou d'ailleurs tellement pas précis, parce que aussi des fois la broderie c'est juste ça peut ne pas être délicat et super régulier, ou tu vois, il y a des artistes brodeurs où c'est un peu plus le bordel et tout, et moi ça me fascine parce que moi j'arrive pas du tout, je suis hyper contrôle fric et tout, et il faut que ça soit, et qui font, il y a certains artistes brodeurs qui font des choses hyper grossières. Et ça me fascine, tu vois. Je suis là genre, mais c'est grave de l'art ce que tu fais. Et moi, j'arrive pas trop à me dire ça, quoi. Parce que du coup, j'allais te demander, parce que ça ressort beaucoup dans tout ce que tu dis, si pour toi, du coup, la performance technique était
du coup très importante. En fait, enfin, moi, en tout cas, dans mon domaine de la broderie, il y a quand même une part de performance technique que je trouve importante. Et pas performance technique dans le sens où bah, quelqu'un qui, entre guillemets, sait pas broder, qui a pas fait d'études ou de formation et qui a juste pris une aiguille et que, au fur et à mesure des années, s'est entraîné, s'est affiné ou quoi. Enfin, je trouve ça assez quand même fantastique et je trouve ça quand même... Enfin, je trouve que c'est quand même de l'art. Enfin, il y a les deux. Il y a et le côté créatif de l'idée de l'association des matières ou des couleurs ou je ne sais quoi d'autre, mais il y a et cette partie créative et la performance technique parce que, enfin, je sais pas, ça me semble assez... dans la réalisation, il faut un peu de technique quand même. Parce que la broderie, c'est quand même quelque chose où t'as des règles établies et t'es pas obligé de les suivre. Donc quelqu'un qui les suit pas, je peux quand même trouver ça super impressionnant et considérer ça comme de l'art. Parce que justement, il a pas suivi les règles et qu'il a, bah, je sais pas, il a utilisé cette fourniture, mais pas de la bonne façon. Bon, la façon officielle, on va dire, entre guillemets. Mais ouais, je pense qu'il y a des deux. Enfin, pour moi, dans la broderie, ça peut être soit l'un, soit l'autre, mais il y a des deux. En fait, on parle déjà de base d'un art où si t'as pas un tout petit peu de base, tu peux rien faire. Contrairement à genre écrire, il suffit de savoir faire des mots. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. En fait, la broderie, c'est une technique que tu la connaisses ou pas. T'as une base, c'est existante. Et à partir de là, ben, du coup, il faut un côté technique. Mais voilà, comme tu disais, l'écriture, bah, il suffit juste de savoir parler, écrire, et voilà, quoi, c'est tout. Mais... Donc je pense que ça doit pas s'appliquer à tous les arts. Mais pour la broderie, ouais, en tout cas. Je comprends, ouais. Est-ce que tu penses, selon toi, selon tes goûts, que si tu vois, admettons, une feuille brodée, je ne sais pas, c'est un exemple lambda. Tu veux dire une feuille d'arbre ? Ouais, genre, admettons, une feuille d'érable. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Allons-y. Qui est brodée. Donc je pense qu'avec ton œil travaillé, tu vas voir la différence entre une feuille qui est faite d'une quasiment parfaite manière, très bien brodée et quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui brode depuis moins longtemps. Mais est-ce que pour toi, du coup, celle qui va être le plus parfaitement, entre guillemets, selon les règles brodées, va être plus belle, entre gros guillemets, pour toi? Entre guillemets, oui. Ce que tu veux dire, c'est que est-ce que je vais les considérer au même niveau, entre guillemets? Enfin, tu vois ce que je... Enfin, bah, en fait... je pense que ouais, parce qu'en fait, des fois, si tu suis les règles et que tu restes dans tes petites cases c'est très bien, hein, de pousser une technique à fond et d'être hyper qualifié dessus et faire un truc hyper spectaculaire, mais des fois, il y a... Enfin, moi, je suis plein de nanas, en règle générale, sur Instagram qui ont jamais fait d'études de broderie ou quoi que ce soit, et qui un jour, je suppose, je sais pas par quel moyen, ont enfilé le fil dans le chat de l'aiguille, et bah, elles ont commencé à broder, entre guillemets, comme tout le monde peut broder chez soi devant la télé. Mais au final, comme elles connaissent pas les règles, bah, elles vont pas forcément s'enfermer dans quelque chose, parce que moi je sais que des fois, tu vois, c'est pas un problème, mais je me dis, enfin, j'ai le cerveau un peu formaté sur un truc, tu vois. Je me dis, bah, par exemple, si j'utilise ça, bah, direct, je vais utiliser le crochet si je veux poser des paillettes. Alors que bah, des fois, c'est une personne qui connaît pas et qui sait pas que les paillettes ça se pose au crochet, bah il va peut-être utiliser l'aiguille, mais du coup pour essayer, enfin il va faire d'autres trucs hyper inventifs du coup. Quand tu connais pas la technique, ça te pousse à réfléchir d'une autre manière, et forcément ça te donne d'autres idées, alors que quand tu connais la technique, bah ton cerveau il est formaté, ah bah je prends mon crochet et puis je réfléchis même pas. Et c'est bien des fois de remettre ça en question aussi. Je vais utiliser ça, mais attends, est-ce que je peux pas l'utiliser d'une autre manière, tu vois? Enfin, sauf si vraiment t'as envie d'une chose
Enfin, Oui, non, oui, dans les règles dans de les l'art, règles de mais l'art, quoi, parce que ça rend bien et que voilà. c'est Mais méga intéressant. je pense que je considère tout à fait autant les nanas que je suis sur Instagram, parce que bon, clairement, Instagram, c'est la plateforme phare et très bien pour tout ce qui est art textile, parce Bah ouais, bah que c'est visuel, c'est quoi. visuel. Mm. Et je suis Il un... manque le toucher. Voilà, voilà, exactement, exactement. Mais vraiment, enfin, je suis vraiment une tonne, mais une tonne de personnes qui sont pas qualifiées brodeuses. Moi, je parle au féminin parce qu'il y a plus de femmes, Oui, donc oui, oui. brodeuses, qui sont pas qualifiées brodeuses, mais qui font des trucs de ouf, quoi. Et la personne qui a travaillé depuis 20 ans et qui connaît parfaitement sa technique et que je trouve ça vraiment, ça me cloue au sol aussi, mais les deux vont me clouer au sol pareil, Ouais. en fait. Parce que c'est pas du tout la même chose. Parce que la personne qui aura travaillé sur sa technique pendant 15 ans, bah forcément, elle a... Là, du coup, ça va peut-être être la performance technique que tu vas voir le plus, qui ressort le plus, mais t'as quand même la partie créative où bah, elle a sûrement passé des années à voir comment elle peut faire ci ou ça, tu vois. Ouais, Donc, ouais. mais les deux, moi, je les considère au même niveau. Et alors, des fois, ça peut me saouler aussi, parce que quelqu'un qui a pas fait de broderie, tu vois, et qui fait quand même des trucs de ouf, et je suis là, genre, ah putain. C'est normal. C'est normal, tu vois, parce que toi, tu sais. Et bon, alors, par contre, il y a des trucs aussi, rien à voir, mais il y a, enfin, les gens qui connaissent pas la broderie et qui ont pas fait leurs études, enfin, pas études, formation, peu importe, et qui ont une page Instagram qui fonctionne et qui ont un shop. Et quand moi je vois le résultat qui est entre guillemets joli, bon ça veut rien dire, hein, joli c'est à la définition de tout le monde, mais qui plaît aux gens, mais moi je suis là genre, mais ouais, mais en fait tu peux pas faire des points si grands, tu vois, par exemple, c'est pas qualitatif, tu sais que ça va se barrer, tu vois, et que ça fonctionne quand même. Et je suis là, genre, ça par contre, ça me fait chier. Ouais, ça je comprends. Bah pour le coup, Ça c'est me vrai que saoule. en plus l'aspect qualitatif techniquement est ultra Voilà, important sur quelque chose là comme du ça. Si coup, ça se pète en 2 semaines, voilà, exactement. Là, du génial. coup, la performance qualitative, du coup, de temps en temps, il faut qu'elle soit là Bah parce ouais. que... Sinon, autant les acheter chez Zara, ou Exactement, H&M. exactement. Parce que du coup, aussi, quelqu'un qui connaît pas et qui fait son shop et que ça fonctionne et tout, bah, en fait, souvent, enfin, moi, souvent, ce que je vois, c'est elles font des points super grands et grossiers et elles vont plus vite. Donc, le prix de la pièce va être beaucoup moins cher. Ouais. Comparé à toi, tu vas mettre enfin, je sais pas, t'as un dessin. Si on se met sur le même dessin, bah, moi, par exemple, je vais passer une demi-heure sur, je sais pas, 10 centimètres. Et elle va passer 5 minutes. Donc, forcément, sa pièce sera beaucoup moins chère. Et je pense que ça aussi, c'est un truc, les gens, ils comprennent pas forcément quand ils sont pas éduqués, parce que comment ça se fait que moi, je vais demander plus qu'une personne quand tu connais pas la broderie, tu vois. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu partout pareil, de toute façon. Bah pour le coup, c'est le même parallèle que les grandes surfaces de vêtements. Ouais, la fast fashion, pour le coup, oui, voilà. Bon, en plus de l'aspect créatif qui est pas très poussé parce qu'il suit une mode ou qu'il est copié suit une d'autres mode choses. et que c'est des contraintes économiques, tu vois. Oui. On va faire un petit dessin, mais il faut pas qu'il dépasse temps, ou tu vois, il faut pas qu'on passe trop de temps dessus parce qu'il faut que ça soit rentable. Et en plus de ça, qualitativement parlant, c'est pas Voilà, foufou. voilà, exactement. Et du coup, c'est très peu cher. Et en soi, quand il réfléchit, ben, c'est un truc assez récent parce que la fast fashion, c'est arrivé à... Je sais pas exactement dater vraiment, mais rien que quand tu penses à la génération de nos parents, il n'y avait pas de magasin comme H&M, hein. Donc c'était plus petit et je pense que le prix était plus justifié par rapport au travail qui était réalisé. Et nos grands-parents, bah là, c'était pratiquement tout le monde faisait du sur-mesure, ou enfin voilà. Donc là, forcément, bah, tout le monde n'avait pas des armoires qui vomissent de vêtements. Et bon, moi, je ne me dédouane pas de ça parce que clairement, si tu ouvres mon armoire, ça vomit. Mais oui, c'est très compliqué. La fast fashion, ça fait du mal à tout le monde, je pense. Mais bon. Bah, je pense que le seul avantage à ça,
le seul, Mm. à mon goût, à moi, enfin Oui. de mon avis, c'est que la mode du coup se renouvelle très vite et que du coup ça permet de... ça a plein d'inconvénients, Ouais. mais je pense que ça a l'avantage de point de vue créatif de, Mm. même si c'est souvent des modes qui reviennent, Mm. de développer un peu la mode différemment et de faire des mélanges entre des trucs de plusieurs époques et tout ce qui se Ouais, faisait je peut-être vois ce moins que tu avant. veux dire, ouais. Ouais. Je pense que c'est le seul avantage. Ouais, je pense que... Ouais, je sais pas. Moi, je pense que le seul avantage, enfin, de mon point de vue, c'est juste que bah, les gens qui n'ont pas des milliers et des cents à dépenser dans leurs vêtements, ils peuvent quand même se trouver des trucs sympas, tu vois. Enfin, Ouais, c'est vrai. parce que clairement, qu'on se le dise, la fast fashion copie la haute couture, Ouais, suit la mode, en fait. bien sûr. Enfin, on va retrouver les choses, mais beaucoup moins chères, avec des matériaux beaucoup moins qualitatifs. Donc, quelqu'un qui a pas beaucoup de thunes et qui peut pas se permettre de mettre 500 balles dans un manteau, bah, il va quand même se trouver un manteau, par exemple, en solde en plus, tu vois, 50 balles, Ouais, et qui fait très bien, tu vois. Donc, ouais, je ouais. pense que, enfin, moi, de mon point de vue, le seul avantage à la fast fashion, c'est que, entre guillemets, tout le monde peut s'habiller Oui, oui. Oui, c'est vrai que... au goût de maintenant, entre guillemets. Je voudrais bien revenir, parce que c'était trop intéressant, sur quand t'as dit que même quelqu'un qui est expérimenté dans son métier, c'est important d'essayer de réinventer et de questionner le côté technique que tu Ouais. connais Mm. pour justement essayer de voir ailleurs. Bah ouais, parce qu'en fait, bah sinon t'es un robot, quoi. Si tu commences à plus réfléchir à ce que tu fais, bah tu perds ton côté créatif. C'est bien parce que des fois, tu vois, par exemple, en fait, mon tote bag que j'avais brodé sur Saint-Claude, j'avais commencé à l'aiguille et mon fil était super fin par rapport au tissu que j'utilisais qui était un peu, on va dire, granuleux. Mhm. Et du coup, en fait, ça rendait Enfin, à l'aiguille, t'arrives pas à être vraiment très régulier, en fait. Ça sera toujours moins régulier que le crochet. Et en fait, ça me plaisait pas du tout ce que je faisais au début. Vraiment, j'étais pas satisfaite, j'étais complètement énervée. Et j'ai tout défait. Et je me suis dit, mais attends, je vais utiliser le crochet. Mais en fait, le crochet, quand tu l'utilises sur l'endroit, ça fait un point de chaînette, ça fait comme des petites boucles. Ouais. Ah oui, je vois. Tu vois? Ouais. Et en fait... C'est des boucles qui s'entrebouclent entre elles. Voilà, Ouais. et en fait, si tu tires le fil, tout s'en va. Ouais, C'est d'accord. comme de la maille du crochet ou du tricot, entre guillemets. En fait, c'est comme les vêtements où du coup t'as des paillettes qui sont sûrement mises comme ça et quand il y en a Exactement. une qui part, t'es dans la merde. Parce Et que voilà, du coup, t'as pas. exactement. Ok. Exactement. Et donc, en fait, je me suis dit, tu vois, j'avais pas réfléchi. Je me suis dit, le premier truc que j'ai fait, ben, j'ai pris l'aiguille et puis ben, c'est comme ça qu'on fait parce que la broderie au fil, c'est à l'aiguille. Et après, ce que je me suis dit, c'est que, attends, le crochet, c'est vachement plus régulier, mais le fil que j'utilise, il est super fin et je veux garder cette finesse de trait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'utiliser mon crochet sur l'endroit du motif, je l'ai utilisé sur l'envers. J'ai décalqué mon motif, mais en miroir, et j'ai utilisé l'envers du crochet. Normalement, la partie qui est en dessous et que ça sert à rien, on veut pas voir. Mais du coup, ça m'a donné un truc super régulier. Et si j'avais pas réfléchi à ça, bah clairement, je pense que j'aurais arrêté, j'aurais pas poussé le truc plus loin en fait. Donc, je pense que si tu restes dans des petites cases sans réfléchir, sans réinventer, ben, au bout d'un moment, c'est ni intéressant, ni... Enfin, tu perds complètement ta créativité, je pense. Merci de dire cette phrase. Ben merci. Je pense, si ça te va, qu'on va pouvoir passer à l'histoire que tout le monde doit continuer. Et yes. Yes. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est que Damien s'est réveillé dans l'atelier d'Émilie. Quand il se réveille, il est attaché. Quand Émilie détache Damien, Damien saute sur Émilie et s'échappe dans la forêt. Il court toute la nuit. Il est à moitié nu dans la forêt. C'est là où nous en sommes. Il marche toute la nuit, genre jusqu'au petit matin. Tu sais, c'est comme quand il t'arrive quelque chose d'assez grave et que t'es complètement dans un autre monde et t'es juste là en train d'errer. Donc lui, c'est ce que... Il a un peu... son cerveau est un peu en blackout, quoi. Il est un peu plus là, quoi. Ouais. Et il marche jusqu'au petit matin dans cette énorme forêt, on va dire.
Pas dans le petit bois, tu vois. L'énorme forêt. Bonne forêt, quoi. Ouais, la bonne forêt. Et au petit matin, il va se poser à la... Comment on dit la bordure du bois? Enfin, du bois de la forêt, tu sais, La lisière. il y a la lisière. Lisière, c'est il ce me mot, semble, je crois. Je crois. La lisière du bois. La lisière de... Il me semble que Ouais, c'est ça. voilà. Parce qu'il est genre épuisé et physiquement et mentalement. Et donc, il va être juste en mode... un peu légume, tu vois. genre, pas en pleine réflexion, mais juste incapable d'agir ou je ne sais quoi. Et il va voir Rosette qui va réapparaître devant lui. Oh. Je pense qu'ils vont commencer à parler ensemble de toute cette histoire de... Elle peut parler aux objets, mais parce que Émilie l'a cyborguée. Ouais. Enfin, ils vont parler de tout ça ensemble. Damien essaie de comprendre la situation, parce que ça lui paraît encore complètement improbable et insensé. En même temps, lui, il est toujours dans son questionnement de... Il y a un truc chelou chez moi, tu vois. Et il sait pas... Il est en train d'en parler avec Rosette pour savoir si Émilie, elle l'avait cyborguée et que Rosette, elle en était consciente, ou elle l'a fait sans son consentement. Et que Rosette, du coup, est-ce qu'elle s'en est rendue compte au fur et à mesure? Si c'était le cas... Émilie, elle a fait ça parce que Rosette, c'était pour aider... version officieuse, on sait pas. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé pendant que Rosette, elle était en deuil de sa mère. Voilà, c'est ça, c'était pour l'aider. Ouais. Donc moi... Qu'elle n'arrivait pas à aller mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, Rosette va dire à Damien que... en fait, elle l'a fait sans son consentement et que du coup, c'est au fur et à mesure qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de pas net dans l'histoire. Et du coup, Damien, il lui demande comment elle a pu s'en rendre compte, tu vois, qu'est-ce qui lui a donné la puce à l'oreille. Et parce que ça le traumatise un peu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va se changer complètement en cyborg ou pas? Elle va lui dire que les symptômes. Les symptômes de votre transformation sont 2 points. Alors, vous allez commencer par entendre ce bourdonnement, d'ailleurs, parce qu'il entend toujours un petit truc, tu vois. Faut juste faire attention, parce que le bourdonnement, il a commencé à l'entendre juste avant que Rosette lui saute dessus. Alors, c'est possible que ça marche comme ça, mais du coup, ça voudrait dire que le fait que Rosette lui saute dessus a provoqué quelque chose en lui. Ouais. Sinon, on peut juste dire qu'en fait, la peau sert comme protection au bourdonnement, et qu'en fait, le bourdonnement venait de... Tu vois, en fait, que c'est le robot qui fait du bruit. Bah, en fait, c'est ce que je pensais, c'était pas que... qu'il l'entendait parce qu'il s'était fait cyborguer, mais plus parce que... Enfin, c'est quelque chose d'extérieur que tout le monde pouvait entendre à ce moment-là. Comme elle a la moitié du visage arraché. Et à ce moment-là, tout le monde peut entendre le bruit que Rosette entend. Peut-être pas constamment, mais assez régulièrement. Et donc lui, il commence à avoir trop peur, quoi. Parce qu'il l'entend toujours. Alors, il l'entend toujours, mais pas d'une façon... Pas d'une façon régulière parce que c'est pas très fort. C'est un peu sourd comme bruit. Alors des fois, tu sais... Ouais, quand c'est la limite de la fréquence. Voilà, Pardon. Voilà, c'est scientifique, sors de là. Exactement, moi je ne connais rien à tout ça. Non mais tu sais, quand t'as un bruit sourd et que... Du coup, ton oreille s'habitue et des fois, tu sais pas s'il est toujours là ou si ton cerveau, Enfin, je sais pas, il continue le son. Mais... Lui, il l'a entendu quand même une bonne partie de la nuit. Et puis, du coup, ça commence à lui faire un peu peur, quoi. Et en fait, Rosette, elle lui dit, c'est un des premiers symptômes, qu'il faut faire, entre guillemets, attention, peut-être, s'il veut pas que ça se développe, parce que ça peut aller beaucoup plus loin, entre guillemets. Émilie peut faire d'autres actions pour le cyborgage, pour que ça aille plus loin, mais ça peut se développer par soi-même tout seul un peu aussi, tu vois. Ok.
Comme une intelligence artificielle qui apprend. Voilà, Ok. exactement. Mm. Donc je pense qu'ils vont commencer à parler, peut-être essayer de trouver des solutions, élaborer un plan pour pas que Ça se développe. ça se développe, parce que lui, ça lui fait super peur. Et Du coup, on part du principe qu'il a été cyborgué. Voilà, Ok, Ouais. très bien. il a été cyborgé. Nouveau verbe. Nouveau verbe, exactement. Et en fait, ouais, ils vont essayer de trouver des solutions à tout ça. Parce que Damien, lui, il habite quelque part. il a un domicile. Oui, il a un domicile à la fois tout à fait charmant, puisque il a fait son intérieur par Roche-Beaubois. Ah oui, bah écoutez, ce podcast n'est pas spontané. Non, pas du tout. Vraiment pas. Non, ouais, il a une petite maison sympathique Oui. voilà, qu'il a pas trop eu de mal à louer ou à acheter. Bonne question. Oui, peu Voilà, importe, mais dans tous les cas, qui est décoré de manière très moderne. Oh, très bien. Mais dans tous les cas, je pense que lui, il est tellement dans un état de choc que Rosette a dit au bout d'un moment, non mais viens, enfin, on va rentrer chez toi et on va peut-être essayer de trouver des solutions. Mhm. On va te calmer, tu vois. Ouais, carrément. Et ouais, et il rentre chez Damien, du coup. Ok. Je peux te poser une question sur Émilie? Ouais. Est-ce que elle, quand Damien est parti, elle a fait quoi? Elle a paniqué, elle lui a couru après, ou au contraire, elle est restée très calme parce qu'elle sait que... Enfin, tu vois, Alors, je pense que par réflexe et pas instinct de survie, n'importe quoi, juste réflexe, elle a commencé à... Je pense qu'elle est un peu rentrée dans une colère surdimensionnée. D'accord. Et elle a essayé... Elle cachait bien son jeu, la petite Émilie. Hein. Ouais, tu as vu? Franchement. Franchement, tu as vu? Bon, non, mais elle a essayé de lui courir après. Puis en fait, elle s'est stoppée d'un coup. Et en mode, je pense qu'elle était là en mode, je peux peut-être contrôler les choses à distance. Oh, wow. Ok. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Je maîtrise la situation. Enfin, je vais maîtriser la situation. En tout cas, c'est pas très grave. Ok. Très bien. Voilà, tu t'arrêtes là? Je m'arrête là. C'est parfait. C'est très bien. J'ai hâte d'entendre la suite par Bernard Marot qui a un cerveau fou. Bonne chance, bon courage. Mais ouais, voilà. Je pense que je m'arrête là. Trop cool. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Merci d'avoir participé au podcast. Ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant. Cool, tant mieux alors. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon bah je vais pas dire... Si, dis-le s'il te plaît. Dis-le. Je t'en supplie. Alors vous pouvez me retrouver chez moi, dans la rue, chez Chanel. Non, plus sérieusement, bon, sur Instagram, alors j'ai 2 comptes. J'ai mon compte personnel qui est envahi et noyé sous les photos de concert. C'est pour ça que j'ai mon 2e compte Instagram, Badass Venus. Oui. Qui sera dans la description dans tous les cas. Voilà. Mais enfin, j'ai lancé la page un peu il y a 1 an. C'est en construction. Ouais. Il y a rien de... Je mets pour l'instant juste mes petites créations, mais... Bah ouais, mais c'est grave cool. En plus, c'est bien construit, genre tu fais attention aux 3 images. Ouais, bah moi je suis assez visuelle. Donc bon, voilà. Mais bah en fait, ça après il faudrait que... C'est compliqué, mais j'aimerais peut-être faire un shop à un moment. Ouais. Mais bah c'est compliqué parce que entre bosser en entreprise, faire mes trucs chez moi... Et bon, moi je sors beaucoup faire des concerts et ça prend beaucoup de temps aussi. C'est assez chronophage, donc j'aimerais bien. Mais bon, comme j'ai beaucoup ce syndrome de l'imposteur, j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire cette page parce que je me sentais pas forcément légitime. Mais en tout cas, s'il y a un shop ou quoi, ce sera notifié sur cette page, Badass Venus. Et c'est badass-du-bas ouais, Venus, ouais. c'est ça? Underscore.
Mais ouais, et puis puis je rigole toujours avec ça parce que j'aime bien mettre des vidéos en story de quand je brode quelque chose pour teaser un peu. J'adore Ouais. teaser. Les gens, ils sont trop excités après en mode arrête, montre-nous. Non, mais j'adore faire des vidéos quand je brode et en fait, je me suis rendu compte que même juste avec le micro de mon téléphone, ça fait des bruits ASMR assez dingues. Et là, la dernière vidéo, j'ai reçu des retours vraiment. Les gens étaient là, mais fais une chaîne YouTube ASMR broderie. Et moi, je suis là, genre, bon, on va se calmer. Ce serait trop ouf. Mais apparemment, ça relaxe beaucoup et les gens sont assez... je sais pas, ça plaît beaucoup. Donc, peut-être dans le futur, me trouverez-vous sur YouTube ASMR broderie. Non. Ce serait tellement drôle. Bah écoutez, Ça se tente. je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez me trouver pour l'instant juste sur Instagram. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mais de rien. Pour ce qui est de Donne ta patte, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur toutes les applis de podcast et notamment sur Apple Podcast où vous pouvez noter le podcast. Ah, voilà, je dis ça comme ça. 5 étoiles. Pour rien. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. On C'est fait pas... passer des c'est pas du tout messages. subliminal. Voilà, exactement. 5 étoiles, 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram, Donne ta patte-du-bas podcast. Également sur YouTube, sur ma chaîne qui est Mélissa Brézé. Voilà, et on se retrouve dans 2 semaines avec le 9e épisode. Je te remercie une fois de plus. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Et à moi donc.